Je pense qu'on peut définir ce que je suis comme historien, mais comme porteur d'une nouvelle philosophie de l'histoire, à double titre. D'une part, parce que j'introduis une cyclologie qui finalement n'a plus été introduite depuis très longtemps, à savoir qu'il y a des cycles cosmiques qui sous-tendent la vie politique, la vie de la cité, avec le rapport entre les chefs et leurs troupes, les variations qui peuvent en découler, non pas du fait du génie des chefs ou des erreurs qu'ils auraient commises, mais d'un déterminisme cyclique qui est ce qu'il est et qui a les effets qu'il a. Et puis deuxièmement, en tant qu'historien toujours, mais d'un point de vue textologique, historien des textes, historien des traditions, historien des langues, ma démarche qui consiste à remonter vers les origines à partir des textes qui nous sont parvenus et à procéder par un processus de reconstitution des systèmes, cela n'est pas non plus particulièrement à la mode. J'ai souvent, quand j'ai discuté de linguistique avec certains enseignants, chercheurs, rencontré des résistances à ce niveau-là. Comment peut-on reconstituer le passé, sinon en le connaissant par la documentation? On a des historiens qui ne sont pas très fut-fut, pas très courageux, et qui finalement se contentent de répertorier ce qui nous est parvenu, ce qui est bien. Mais ils ne savent pas en tirer les informations possibles. J'ai rencontré aussi ce problème à propos de Nostradamus, à propos de l'astrologie, enfin, dans tous les domaines, et dans le judaïsme aussi, dans tous les domaines, je rencontre des gens qui s'arrêtent trop tôt dans leur processus en amont. Hein, ils ne remontent pas assez loin dans le passé. Alors ils donnent comme explication que on n'a pas beaucoup d'informations, oubliant que les éléments qui nous sont parvenus permettent de remonter le temps. Donc paradoxalement, si vous voulez, je dirais que ma démarche historique est à la fois une démarche prévisionnelle, qui se permet de faire des prévisions que la plupart des politologues ne feraient pas, et inversement, c'est une démarche qui revient en arrière, et qui va prévoir, si on peut dire, le passé, qui va prévoir, encore une fois, l'inconnu. Donc finalement, dans les deux cas, je suis un historien de l'inconnu, de quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on peut deviner, qu'on peut déterminer, parce qu'il y a un système qui sous-tend tout cela et qui va se dérouler. Il y a une structure qui sous-tend les traditions qui nous sont parvenues et que l'on peut retrouver, même si cette structure n'est plus là, si elle est corrompue, si elle est syncrétisée, si elle est mélangée, si elle est dévoyée. Donc finalement, dans ces deux cas, il y a un obstacle épistémologique majeur. On ne peut pas connaître l'avenir et on ne peut pas non plus connaître le passé en dehors de ce qui nous est donné à voir au premier degré. Nous connaissons le présent, mais qu'est-ce que le présent nous dit du futur? Nous connaissons le présent, mais qu'est-ce que le présent nous dit du passé? Eh bien là, le débat existe, le débat a lieu, et il y a des divergences à ce sujet. Donc l'histoire se considère au fond comme impuissante, à la fois pour baliser le futur et pour baliser le passé, au-delà de certaines limites qui sont très vite atteintes et qui sont très insuffisantes
pour se faire une idée claire de la façon dont les choses se sont mises en place. Et donc, vous voyez, je suis un historien dissident, un historien hérétique, un historien marginal, marginalisé, parce que je fais de l'histoire une science. Et j'en fais une science parce que je considère qu'elle doit être vouée à la démonstration et à l'argumentation, et à la logique. Et la logique n'est peut-être pas la qualité principale des historiens. Et les gens qui sont intéressés par la logique, ils vont voir ailleurs. Alors moi, je suis un logicien qui est tombé dans le champ de l'histoire. Et par conséquent, ça fait désordre quelque part. Et donc, par conséquent, j'apporte à la science historique des exigences de logique, de démonstration, d'argumentation, qui ne se contentent pas de répéter ce que l'on sait et ce qui nous est parvenu au premier degré, mais qui extrapolent, voilà, aussi bien vers le passé que vers le futur. Et je dirais que d'une certaine manière, par moi, grâce à moi peut-être, l'histoire devient véritablement une science à partir de mon travail, ce qu'elle n'était pas jusqu'à présent. Car une science est capable de se systématiser, de chercher des structures. Alors effectivement, il y a des structuralistes, Lévi-Strauss a travaillé sur les structures, mais il n'a pas fait, Lévi-Strauss n'a pas été tenté par l'histoire, par la diachronie, comme on dit. Hein? Il ne s'est pas hasardé dans ce domaine. Il a cherché à comprendre comment les populations comprenaient ce qu'elles faisaient. Et il a montré que ça obéissait à une certaine logique. Mais c'est une logique structurelle. Alors, c'est-à-dire que il y a des systèmes qui se constituent. Mais il n'a pas appliqué sa démarche à la connaissance du passé, parce qu'il a un trop grand respect pour ce qui est donné. Et il ne prend pas assez de distance par rapport aux données. Donc il les respecte trop. Il n'est pas disposé à les déconstruire, à faire le tri, et par conséquent, il piétine. Et quant au futur, c'est même pas son affaire. Or, le futur peut être appréhendé à partir du moment où on connaît la systémique. Tout comme le passé peut être appréhendé si l'on connaît la systémique, si on découvre la systémique. Donc dans les deux cas, il y a une systémique à découvrir, qui permet de remonter au plan initial, ou bien de montrer comment ce plan se déroule et va continuer à se dérouler dans l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, à savoir qu'effectivement, j'ouvre des perspectives épistémologiques intéressantes à la science historique.